Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invitée du jour est une journaliste qui a été directrice générale adjointe de l'information à France 2 pendant 6 ans. Elle a également dirigé Europe 1 pendant 1 an et elle a présenté le débat de l'entre-deux tours lors de l'élection présidentielle en 2017. Elle est aujourd'hui sur LCI, le canal 26, où elle présente chaque jour de 17h à 18h le débat juste avant 24h Pujadas. Mon invitée du jour est Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je le disais, vous avez exercé de nombreux postes à responsabilité, directrice de l'information à France 2 notamment, à Europe 1 aussi, et vous avez présenté aussi Mots croisés de 97 à 2005 sur France 2, et aussi À vous de juger. Quel est votre plus beau souvenir dans ce milieu ? Alors ça commence mal notre histoire, parce que je sais pas quel si vous en avez un. Souvenir. Oui, mais j'ai pas de beaux souvenirs, j'ai des moments d'émission sûrement, en cherchant j'en trouverai. De bons débats, bien vifs, bien intéressants. J'en trouve pas. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. L'un des moments les plus forts, il n'est pas politique. Ouais, j'ai fait une émission un jour sur la fin de vie. Et il y avait la maman de Vincent Imbert qui était là avec le médecin qui l'a aidé à mettre fin à la vie de son fils. Et je crois que c'est un moment en plateau où il n'y a rien à voir avec la politique. Ils se sont retrouvés face à face, ils ne s'étaient pas vus depuis la mort de Vincent. Et il y a eu un silence sur le plateau. Moi j'étais incapable de parler aussi. Les deux se regardaient. Oui, trop d'émotions. Et je pense que c'est quelque chose, donc encore une fois, rien à voir avec la politique où il y a du débat un peu vif. Mais là, entre l'émotion du médecin... la maman qui n'arrivait plus à parler et moi qui étais au milieu et qui était aussi bouleversée qu'eux, je crois que c'était vraiment... on oublie d'abord qu'on est à la télévision, ce qui est plutôt une bonne chose, si tant est que parfois on y pense, mais on n'y pense plus toujours quand l'émission a commencé, mais là c'était vraiment très fort. Ouais. Donc pour vous, en fait, un bon débat, c'est pas forcément un débat où c'est vraiment très vif, ça peut être des petits moments comme ça Mais c'était même pas un débat, parce qu'au fond, ils étaient là pour témoigner de est-ce qu'il faut modifier la loi. Il y avait un débat, effectivement, un projet de loi qui était sur la table. Donc on en a parlé, et c'était la première fois qu'ils étaient ensemble, qu'ils parlaient ensemble. Donc forcément, un débat, il y a de la politique, on discute, on s'engueule, il y a des affrontements. Je peux vous dire le pire, ça je m'en souviens très bien. Mais le meilleur, je pense pour moi, parce que c'était tellement... on était dans la vie, dans l'intime des gens et pas du tout à voir dans le convenu des échanges, que c'était vraiment un moment important. Vous parliez du pire moment. Ouais. Je suis obligé de vous demander lequel. Voilà, j'ai tendu une énorme perche. Est-ce que c'est celui avec Jacques Chirac ? Non, pas du tout. Le pire moment, ça a été un débat d'élection européenne avec un François Bayrou face à Daniel Cohn-Bendit, et faisant une allusion à ce qui aurait été des actes pédophiles commis, je ne sais pas combien, 20, 25 ans plus tôt. Et ça a été absolument terrifiant parce que c'était une attaque que personne n'imaginait. Et dans ces cas-là, la difficulté est, est-ce qu'on fait le sous-titre de ce que l'accusation sous-entendue par un responsable politique et un autre, et Cohn-Bendit a été excellent parce qu'il a répondu tout de suite. Mais ça a créé un tel climat sur le plateau que d'autres responsables qui étaient là, c'était à l'époque Xavier Bertrand, Martine Aubry, l'un dirigeait à l'époque ce qui était l'UMP et l'autre le Parti Socialiste, ont failli partir après avoir entendu. Et comment vous aviez géré justement ce moment ? Eh bien, j'ai essayé d'enchaîner, c'était très compliqué parce que d'abord c'est un débat des européennes, donc il y avait beaucoup de candidats, il y a beaucoup de monde sur le plateau. Et c'était l'enfer, et il y avait un malaise tellement énorme que il y avait ceux qui voulaient partir, ceux qui voulaient interrompre l'émission, les deux qui s'expliquaient, et au milieu du malaise, il a fallu essayer de continuer l'émission quand même. Et donc il y avait un autre grand moment aussi que vous avez vécu, c'était en 1995, j'en parlais avec Jacques Chirac, quand vous lui avez demandé s'il allait aller au bout de sa campagne. Racontez-nous un petit peu les coulisses de ce qui s'est passé. Il n'y a rien, il suffit de regarder les journaux de l'époque. On était à un moment où Jacques Chirac était très bas dans les sondages, et les journaux demandaient tout simplement est-ce qu'il ira jusqu'au bout de sa campagne, qui osera dire à Jacques Chirac il faut arrêter, laisser la place à Balladur.
Et comme je faisais l'émission avec Alain Duhamel, il me semblait incroyable de ne pas terminer l'émission sans poser une question qui correspondait à l'interrogation qu'il y avait dans tous les journaux. Donc je lui ai posé la question, et il a été surpris parce que c'était en fin d'émission, et il a répondu, et ma carrière professionnelle se résume à ça aujourd'hui, ce qui fait qu'on est quand même peu de choses. Mais c'est surtout que ça a déclenché derrière ce que personne n'a su, un vague problème, parce qu'il y a eu une suspicion. On vous parlait à l'oreillette. Voilà, que quelqu'un m'avait demandé de poser la question pour le déstabiliser, ce qui n'était absolument pas le cas, évidemment. C'est juste qu'il fallait quand même lui demander. Et sur le coup, ça lui a rendu un formidable service, parce qu'effectivement, le lendemain, il a répondu. Et le lendemain, les journaux disaient jusqu'au bout, etc., pas question de s'en retirer. Donc tout le monde était très content le lendemain, du côté de chez Chirac. Et puis quelques jours plus tard, on lui a raconté que la question avait été télécommandée, si j'ose dire, ou soufflée. Évidemment, ça n'a pas arrangé mes relations pendant 2 ans avec lui. Et alors, pour revenir à vos débuts dans le métier, comment est-ce que vous est venue cette passion du journalisme? Vous avez toujours voulu faire ce métier? Pas du tout. Donc j'ai fait ce métier par hasard. Je ne vais pas vous raconter le détail de mon existence, mais c'est pas très intéressant, sauf que je suis arrivée un peu là par hasard. Je n'ai pas eu de vocation. Ce qui m'intéressait à l'origine, c'était la télévision. Je me suis retrouvée à la radio, à France Inter. Ouais. Voilà, pendant 10 ans, j'ai passé à France Inter, j'ai fait des choses très différentes. Donc voilà, aucun rapport, pas de vocation. Je me suis dit, je fais toujours ce métier très égoïstement, parce que j'ai toujours dit que ce métier me permettait de rencontrer des gens très différents que je n'aurais jamais rencontrés dans la vie, d'apprendre plein de choses et de m'intéresser à plein de sujets auxquels je ne me serais jamais intéressée si je n'avais pas fait ce métier. Donc je le fais assez égoïstement, même si j'ai sans doute le souci d'informer les gens, mais je me dis chaque soir, tiens, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? J'ai appris des choses, je suis contente. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes étudiants en école de journalisme, comme moi par exemple, qui veulent faire ce métier? D'abord, si vous n'êtes pas curieux, c'est pas la peine, restez chez vous. Parce que je pense que si on n'est pas... Oui, parce que si on n'est pas curieux, si on ne s'intéresse pas à tout, c'est vraiment pas utile. Il faut un minimum de générosité, il faut aller vers les gens, les écouter, être attentif à ce qu'ils disent. L'écoute, c'est important chez les journalistes. Il ne faut pas perdre l'habitude d'écouter les gens et pas parler tout le temps. Il faut les écouter, il faut aller vers eux. Il n'y a pas de petits sujets. Tous les gens sont intéressants à rencontrer. Vous passez parfois un moment beaucoup plus agréable avec un type qui vous raconte son métier. Moi, quand j'ai commencé dans ma vie professionnelle, je faisais du social. Donc j'allais... à l'époque, il y avait beaucoup de conflits sociaux. On allait dans les usines. J'étais assez jeune. J'étais une fille. Donc mon patron me disait « Ah, les ouvriers sont en grève. Tu ne peux pas aller dans une usine avec des mecs en grève. » Bon, j'y allais quand même. Il n'y avait aucun problème. Et les gens vous racontaient leur métier. Donc moi, j'ai fait beaucoup de conflits, que ce soit des gardiens de prison, que ce soit des ouvriers chez Renault, des employés de la Poste. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et il y avait des gens formidables qui vous racontaient leur vie. On va boire un coup au café avec eux, c'est sympa. Donc vous ne prenez pas plus de plaisir forcément avec un président de la République, un ministre, ou avec un type qui a vissé 3 boulons, mais qui est tellement formidable que vous passez un moment génial parce qu'il vous raconte ce qu'il fait et c'est super. Oui, ou par exemple, comme là pour les élections européennes, vous ne prenez pas plus de plaisir avec par exemple un gros candidat entre guillemets, et les plus petits. Si les gens ont des choses à dire, si vous voulez, le problème, c'est pas ça. Si vous avez un grand candidat qui n'a rien à dire et un petit qui est intéressant, vous passez un moment. Si c'est un petit qui, c'est souvent le cas, n'a quand même pas grand-chose à dire et zéro projet, zéro idée, franchement, vous regrettez d'être venu, quoi. Et alors, en 2007, vous avez co-animé le débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. C'est vraiment un exercice qui est compliqué. Là, c'est un des plus mauvais souvenirs de mon existence. Parce que, parce qu'au fond, vous êtes... D'abord, tout le monde vous envie parce que vous faites Voilà. Il faut avoir une certaine réussite professionnelle pour pouvoir le faire. Donc, théoriquement, on vous dit c'est formidable, t'as de la chance, voilà. Après, vous vous dites, oh là là, ouais, j'ai de la chance. Il y a une telle pression sur vous. C'est la première fois de ma vie que vous êtes un acteur en fait, c'est-à-dire que le premier problème c'est surtout de ne rien dire qui puisse vous être reproché, de ne pas avoir la moindre phrase malheureuse qui permette à l'un des candidats de dire « Ah, mais vous êtes, vous soutenez ou vous aidez ou vous favorisez mon adversaire ».
Voilà, donc c'est terrifiant. Vous êtes quand même sous un truc très contraint parce que voilà, vous avez quand même théoriquement fait un ordre des questions, des thèmes, ça doit faire l'objet d'un accord entre les candidats. L'ordre, tout doit faire l'objet d'un accord des candidats, de la température du studio, la hauteur des sièges, etc. Voilà, jusqu'au déroulé en gros des questions. Et après, en fait, vous ne menez pas le débat parce que c'est eux qui le conduisent. Voilà. Et si vous intervenez, il y en a souvent un qui vous regarde de face genre qu'est-ce que vous dites, ça vous, voilà, laissez-nous tranquilles, ne nous embêtez pas. Donc c'est horriblement compliqué et pas professionnellement, c'est le plus frustrant. Donc quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie professionnelle, qui compte toujours, qui s'appelle Michel Cotta, m'avait dit c'est formidable, mais tu vas voir, c'est l'enfer et c'est l'horreur professionnellement. Et Michel avait raison, c'était l'enfer. Et on se rend compte sur le moment la charge qui pèse sur ses épaules? Oui, parce que tout le monde vient vous poser 10 000 questions sur... voilà, il y a les deux candidats et puis il y a toutes les questions qui sont mais qu'est-ce que vous faites et comment vous allez... Voilà, et vous êtes... C'est pour ça que je dis que vous êtes dedans. Et de toute façon, vous savez que le lendemain, vos confrères vont vous dézinguer sur le thème. Ils ont été mauvais, ils n'ont pas coupé à tel moment, ils n'ont pas réagi... Pourquoi ils n'ont pas posé telle question, etc. Donc, depuis, il y en a eu d'autres, et à chaque fois, c'est exactement le même scénario. Donc, vous êtes encensés, entre guillemets, dans un premier temps, parce que vous êtes les journalistes qui vont participer à ce débat de second tour, et l'impression que c'est la finale de la Coupe du Monde de foot. Vous êtes dedans très, très malheureux, enfin, moi, très malheureuse en tout cas, et vous sortez de là et vous en prenez plein la gueule pour pas un rond. Tout le monde dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas été bons ?» Et donc en 2004, vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur, avant d'être nommé officier de la Légion d'honneur en 2017. Est-ce que, je pense connaître votre réponse, mais est-ce que c'est l'aboutissement de toute une carrière? Ah, pas du tout, j'ai appris ça par le journal officiel, je ne savais même pas. Les deux fois d'ailleurs, vous voyez, j'ai appris une fois, j'étais par le journal, et la deuxième fois, je suis venue travailler à LCI le matin, on m'a dit bravo, et j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait t'as pas vu? Non, j'ai pas vu, parce que personne ne vous... Ah, on vous dit pas avant Jamais. Donc les deux fois... Je me suis dit, ah bon, donc la deuxième fois, je pense qu'il y a un certain laps de temps entre le moment, voilà. Et donc la première fois, je ne sais même pas vraiment qui me l'a donné parce qu'il y a un changement de ministre, donc j'ai remercié personne. Et la deuxième fois, je pense que c'est un truc assez mécanique et j'ai appris en venant travailler à LCI. Oui. Et donc avec un peu de recul, vous vous dites pas que c'est bien personnellement Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le méritent plus que moi, donc voilà, bon, c'est bien, ça ne donne droit à rien, vous n'avez pas de cadeaux gratuits, vous n'avez pas de séjour gratuit, vous pouvez juste mettre vos enfants à la Légion d'honneur ou quelqu'un de votre famille à l'école de la Légion d'honneur, c'est tout. Donc dans mon cas, franchement, ça ne sert à rien. Et alors, sauf que c'est un honneur et comme on le sait, on ne la demande pas, on ne la refuse pas et on ne la porte pas. Et dans la saison 2011-2012, vous avez dirigé Europe 1. Europe 1 va très mal, je vous l'apprends pas. Quel regard vous portez sur la situation actuelle de la station? Je suis très triste parce que pour tout le monde, c'est une marque incroyable, Europe 1. Voilà, donc moi j'avais toujours... j'ai travaillé un peu avant Europe 1 pendant des années, voilà, et puis un jour, voilà... je suis revenue pour diriger la rédaction. Je suis partie d'Europe pour diriger la rédaction de France 2. Je suis revenue à Europe pour diriger la rédaction d'Europe. Et c'est vrai qu'il y avait, dans l'ancien siège qui était rue François 1er, il y avait un escalier. C'était mythique. Quand on rentrait à Europe, on montait l'escalier, on rentrait dans la rédaction. Et franchement, on avait tous un pincement au cœur parce qu'il y a tellement de gens extrêmement brillants, intelligents, formidables qui ont travaillé dans cette radio. Que la voir aujourd'hui, c'est triste, quoi, voilà, et personne ne pouvait souhaiter ça. Donc j'espère qu'Europe va finir par déjà arrêter de sombrer. Parce qu'ils sont à 5,9 points. Ouais, ce qui est absolument, à égalité avec Skyrock et Nostalgie. Ce qui est tellement incroyable que voilà, moi j'ai connu Europe qui avait des difficultés, puis ça allait mieux, j'ai connu Europe qui allait bien. Et franchement, c'était même inimaginable qu'Europe arrive à ce niveau-là, quoi. La station peut se relever? J'en sais rien, je ne sais pas. Je trouve ça juste trop triste, quoi. Voilà, j'espère que
quand une boîte, le siège de la rue François 1er, mais c'était un peu, il y avait RTL d'à côté, il y avait Europe à côté. Ils sont tous partis maintenant. Tout le monde est parti, la rue Bayard, la rue François 1er, ils ont tous déménagé. Et alors, je ne sais pas si le déménagement veut dire quelque chose dans le cadre d'Europe 1, mais je trouve ça extrêmement triste, quoi. Voilà. Donc, voilà, il y a des erreurs qui ont été commises et ça finit par malheureusement se payer très cher. Parmi les erreurs, est-ce que peut-être le changement de patron, ça change très régulièrement en Europe 1 ? Est-ce que ça peut être une des causes ? La grille qui change aussi. Je pense que quand vous changez la grille tous les ans, de fond en comble, bah forcément, il n'y a pas de fidélité. La règle, c'est la stabilité. Et comme on disait à RTL, quand vous changez, c'est vraiment à la marge, quoi. Mais quand vous avez des voix d'Europe 1, il y a des voix Europe 1, quoi. Hein. On avait même fait une émission, Fabienne Amias s'appelait Les Grandes Voix d'Europe 1. Bon, bah voilà, il y a eu Grandes Voix sur Europe 1, les Grandes Voix ont vieilli, font autre chose, sont partis. Mais quand vous avez des voix et vous avez une image de cette chaîne qui est avec de l'information de haut niveau, quoi, avec de très très bons chroniqueurs, ben voilà, vous faites d'abord une radio d'information et vous faites pas autre chose. Et quand vous avez, il n'y a plus de repères pour les auditeurs, bah, c'est terrible, quoi. Et à l'inverse, France Inter qui devient première radio de France, c'est mérité ? Oui, moi je trouve que c'est une excellente radio. Et voilà, et moi j'ai connu par exemple de Morand à Europe où il était malheureux, ben, il est parti. Il a retrouvé le bonheur à France Inter. Et c'est une radio de très grande qualité, donc il n'y a pas de raison que... il faut que chacun trouve sa place à un moment. Voilà. Alors après, est-ce qu'Europe... vous savez, depuis le temps, j'ai toujours entendu dire, il y a une radio en trop, c'est ce qu'on disait quand j'avais déjà... Il y a 30 ans, il y a une radio en trop. Bon, bah non, je veux dire, RMC s'est installé. Il n'y a pas de raison qu'Europe s'effondre. Et alors pour revenir à vous, vous êtes arrivé en 2013 sur LCI. Aujourd'hui, vous présentez chaque jour le débat de 17h à 18h. Vous prenez toujours autant de plaisir à être à l'antenne ? Oui, parce que je fais des choses un peu différentes. Ce qui est ennuyeux, c'est de faire toujours la même chose. Voilà, moi j'ai un truc, c'est la deuxième recommandation pour les journalistes. Si vous n'aimez pas l'actualité, c'est pareil, vous restez chez vous. On peut changer. Faites un autre métier. Si vous n'êtes pas curieux, si vous n'aimez pas l'actualité, si quand vous entendez une information, vous ne dites pas « Zut, j'ai envie d'en parler » ou « Qu'est-ce qui se passe ?» Je regarde, j'écoute, je vois, je lis, c'est pas la peine non plus. Il vaut mieux trouver autre chose. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'actualité. Il n'y a pas de sujet vraiment qui ne m'intéresse pas. Donc, il y a la Coupe du Monde de foot, je regarde et ça m'intéresse. Il y a un débat politique, je regarde le débat politique et toute l'info m'intéresse. Donc c'est des deuxièmes qualités. Donc quand il y a de l'actualité, voilà, ce qui m'ennuie, c'est quand il ne se passe rien. Et LCI se porte très bien, grappille de l'audience à BFM TV. C'est une satisfaction aussi personnelle parce que vous contribuez à ce succès d'LCI. Bah, quand vous faites quelque chose, il faut mieux que ça marche, quoi. Voilà, c'est... Si vous faites un journal, c'est pour que les gens lisent. Une télé, c'est pour que les gens la regardent. Quand vous tweetez toute la journée, il vaut mieux être parmi les gens qu'on suit que les gens qu'on ne suit pas. Votre page Facebook, c'est pareil, même si je pense que c'est pas l'alpha et l'oméga. Et qu'au contraire, c'est quand même, au bout d'un moment, ça finit par être très ennuyeux. Mais voilà, donc il vaut mieux être effectivement regardé. Et moi, j'ai connu LCI, quand je suis arrivée, on était avec le risque que la chaîne ferme. Oui, puisque c'était payant avant et maintenant voilà, c'est devenu gratuit. C'est gratuit et il y avait vraiment une interrogation sur la survie de la chaîne. Donc c'était compliqué au début de travailler dans une ambiance où on se disait bah, mois de décembre c'est fini, on ferme et tout le monde s'en va. Donc la chaîne a continué, passage en gratuit et petit à petit s'installe et tant mieux. Et puis vous n'étiez pas aidé aussi par les autres chaînes d'information qui faisaient tout pour qu'LCI ne passe pas en gratuit. Ah ça a été le vrai combat des dirigeants de TF1, oui. Ils ont gagné. Et alors j'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Je sais pas moi, de l'actualité, ou que quand j'aurai arrêté ce métier, je trouve un moyen je sais pas, de trouver quelque chose qui me passionne autant, mais c'est compliqué quand on fait des métiers qui vous intéressent. Je dis souvent, alors je sais que c'est plus le cas avec les nouvelles générations, mais je dis souvent le journalisme, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. Donc, quand il faut changer de vie, il faut trouver un autre mode de vie.
Eh bien, merci. Merci. Merci Alia Chabot d'avoir accepté mon invitation. On vous retrouve donc tous les jours sur LCI, le canal 26, de 17h à 18h pour le débat. Merci beaucoup et à Merci. très bientôt.